Ce soir, c'est un événement. On a l'honneur de recevoir M. Alain Bambankou pour la présentation de son dernier ouvrage, Les cigognes sont immortelles, paru au Seuil. On a déjà eu le privilège de le recevoir à la bibliothèque, mais aussi l'année dernière comme invité d'honneur de la 32e édition de la Comédie du Livre. Donc, Alain Bambankou est né en 1966 à Pointe-à-Pitre, au Congo-Brazzaville. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier, dans une quinzaine de langues. Et il enseigne la littérature francophone à l'Université de Californie, Los Angeles. Et il a eu de nombreux prix littéraires, je crois, depuis 1995, avec le prix de la Société des poètes. Et on pourrait tous les citer, mais on ne va peut-être pas tous les citer, mais en tout cas, vous en avez eu de nombreux, que ce soit... Et alors, ce qui a été déterminant, c'est finalement, en 2005, votre roman, Le Ver cassé, qui a été finaliste du prix Renaudot, et là, qui a été récompensé. Et là, c'est à ce moment-là que vous avez été reconnu nationalement et internationalement. Vous êtes aujourd'hui un des grands noms de la littérature francophone, donc c'est vraiment un événement quand vous venez à Montpellier ou quand vous vous déplacez. Vous vous définissez comme un écrivain plutôt artisanal qui travaille selon l'instant. Quand je suis inspiré, j'écris sans me faire des plans. C'est ce que vous avez dit lors de la dernière Comédie du Livre, lorsque vous avez été interviewé. Vous êtes venu tardivement à la littérature parce que vous avez été juriste dans une autre vie, tout en écrivant la nuit, vous nous aviez aussi raconté cela. S'il a reçu il y a 20 ans le Grand Prix de l'Afrique noire pour son premier roman Bleu, Blanc, Rouge, aux présences africaines, donc c'est comme je l'ai dit avec le roman Ver cassé qu'il est devenu un chef incontestable de cette nouvelle génération de romanciers africains, héritiers des Mongo Betty, de Cheikh Amadou Kane et des Amadou Kourouma. Les cigognes sont immortelles, je crois que c'est votre 12e roman, j'espère que je ne me suis pas trompé sur le nombre. Je crois que ça peut être un nouveau tourment dans votre carrière littéraire, car vous l'avez dit, que vous avez ressenti, je ressens de plus en plus le besoin de dire ce qu'est mon continent, de montrer pourquoi le continent est aujourd'hui à la dérive. Donc vous avez déjà un engagement dès le début, mais qu'il semblerait que vous souhaitez renforcer, vu, j'allais dire, l'urgence. Donc ce roman, bon, on va en parler, donc je ne vais pas le décrire, mais effectivement, vous avez surtout, comme dans d'autres, je vais un petit peu abréger, vous avez surtout, comme beaucoup de fois, su à la fois mêler une histoire personnelle et la grande histoire. Les deux se mêlent, et tout cela, et j'allais dire, ça devient presque parfois un mythe grâce à la fiction et grâce au talent de l'écriture. On peut dire que c'est un roman qui est très abouti par rapport à votre œuvre, mais peut-être on dira la même chose la prochaine fois au 13e, donc je vais peut-être ne pas trop le dire. Mais en tout cas, je crois que là, vous avez su faire vraiment ce que j'ai dit, cet équilibre entre l'autobiographie, le romanesque, la petite, la grande histoire, la critique sociale et l'humour, et tout ça toujours avec un souci de l'écriture, de cette langue que nous partageons tous ici ce soir. Je vais donc maintenant laisser la parole à Michel Aubasse, qui est bibliothécaire en retraite, mais qui est maintenant vice-présidente d'une radio, qui est spécialiste d'animation, qui l'a fait déjà ici à la bibliothèque et qui continue. Et avant, je crois qu'il y a une petite cérémonie de remise d'un tableau, et donc on va laisser procéder, c'est pas moi qui procède. Voilà, Louis Julien qui va procéder à cette remise d'un tableau. Voilà, merci en tout cas, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Alors, je viens ici car je représente un club qui s'appelle le Club République Nouvelle et qui est présidé par un ami à moi qui s'appelle Brice Nzamba, que vous connaissez, Monsieur Bambankou, puisque vous avez fait une radio avec lui l'an dernier, et qui est un club qui a aussi des déclinaisons locales ici à Montpellier, et qui milite en faveur des échanges entre les pays francophones, et notamment entre les pays francophones d'Europe et les pays francophones d'Afrique. Et nous avons souhaité, à cette occasion, remettre un prix sous la forme d'un cadeau. Alors, je ne sais pas comment on l'appellera, peut-être pas le prix République Nouvelle, ça serait un tout petit peu pompeux peut-être, mais en tout cas, nous avons voulu vous remettre ce cadeau. C'est une fresque historique de la ville de Montpellier, et simplement, nous avons considéré que
la ville de Montpellier avait finalement dans son histoire, tout au long de son histoire, des valeurs communes avec celles que vous développez tout au long de vos ouvrages et dans l'ensemble de votre œuvre. Montpellier, qui est une ville, historiquement, ville de la Méditerranée, des rencontres et des civilisations, du partage des cultures, grande ville culturelle. Et je crois que cela rejoint finalement votre discours sur, sur l'universel et sur les valeurs de la francophonie qui sont, je dirais, vecteurs d'inclusion et qui permettent finalement aux uns et aux autres, à travers cette littérature, d'avoir les âmes plus apaisées, de nourrir notre esprit. Et je crois que c'est cette communauté de valeurs qui a motivé en tout cas le choix de cette fresque. Et je vous la remets donc au nom du Club République Nouvelle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le prends tout à l'heure. Oui, merci. Merci. Oui. Bonsoir à tous et merci au public nombreux d'être là pour écouter Alain Mabanckou, le flamboyant Alain Mabanckou. Je suis un peu déçue parce que quand même la chemise, elle n'est pas comme d'habitude. Hein. Là, elle est foncée. Moi, j'attendais au moins des étoiles, des oiseaux. Et alors, hein, il y a le chapeau. Hein. On peut aussi dire Alain Mabanckou, l'homme aux 1000 couvre-chefs. Hein. Ça peut arriver, mais je pense que quand je viens à Montpellier, je suis un peu modeste. Hein. Pourquoi ? J'adore cette ville, donc je me suis dit, il fait un peu gris, il ne faut pas que je puisse un peu pousser les gens et écarquiller les yeux avec mes couleurs très flamboyantes. Mais ça va, ça ira. Mais peut-être que vous ne savez pas, c'est une chemise qui change de couleur à minuit. Ah. On verra. Alors, c'est votre 12e roman, hein, on l'a dit, M. Cudin vient de le dire. Et c'est vrai que depuis Demain j'aurai 20 ans, Lumière de Pointe-Noire et Petit Piment, vous évoquez votre pays d'origine, le Congo, à travers le récit plutôt intime hein, pour ces 3 derniers livres-là. Et là, c'est encore le cas. Hein. Et alors, ce Congo, où vous étiez interdit de séjour, je crois que vous ne l'êtes plus, il me semble. Vous étiez interdit de séjour, vous n'arrêtez pas d'y revenir. Est-ce que le Congo, Pointe-Noire, est-ce que ça fait partie, Pointe-Noire et ses habitants, est-ce que ça fait partie de votre ADN littéraire ? Pointe-Noire, c'est ma chambre secrète. C'est l'endroit de mes souvenirs. C'est le lieu où il y a mon cordon ombilical. C'est la ville qui a fait de moi un écrivain. Je me sens un peu comme le scribe de cette ville. Il faut toujours avoir une petite ville qui se promène avec soi. J'admire les écrivains qui vantent leur ville. Ici en France, vous avez Modiano qui écrit beaucoup sur Paris. Vous avez les Pagnols qui ont tracé les portraits du sud de la France. Vous avez d'autres écrivains, les Gabriel Garcia Marquez qui ont tracé leur petit coin de Colombie. Donc ça me rattache. Pendant longtemps, quand j'écrivais, j'avais l'impression d'être un écrivain sans domicile fixe. Une fois que j'avais trouvé le point d'ancrage, parfois il faut seulement regarder par terre pour retrouver sa silhouette, eh bien Pointe-Noire s'est imposée et je peux y mettre toutes les fictions, toutes les réalités qui sont là. Et c'est aussi rendre hommage à ce peuple congolais, à ces habitants de Pointe-Noire qu'on appelle les Ponténégrines et les Ponténégrins, et à ce monde qui me donne beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de romans à écrire sur cette ville, et peut-être qu'à la fin, quand j'aurai regroupé, je ne sais pas, les 15 ou 20 romans écrits sur Pointe-Noire, ça pourrait s'écrire peut-être Chronique Ponténégrine, où on pourrait relier l'ensemble de ces livres pour finalement retracer le pays. Et puis ça permet à beaucoup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent voyager, qu'ils veulent aller à Pointe-Noire, les avions qui vont vers Pointe-Noire sont bourrés des livres que j'ai écrits sur Pointe-Noire. Lumière de Pointe-Noire, Demain j'aurai 20 ans, Petit Piment, maintenant les cigognes sont immortelles. Ça fait déjà
un ensemble de 4 romans qui sont consacrés directement à cette ville, parfois les mêmes personnages qui reviennent au fur et à mesure. C'est peut-être ça aussi la définition d'un univers pour un écrivain. C'est-à-dire on creuse quelque chose qu'on sait, qu'on connaît, et on le connaît de mieux en mieux, et c'est pour ça qu'on écrit sans doute de mieux en mieux. Bien sûr, parce que lorsque nous étions au Congo, on n'avait pas de l'eau avec des pompes, ou la Société nationale de la distribution d'eau, ça coûtait trop cher. Nous devions creuser jusqu'à ce que l'eau jaillisse, et après on tirait, on puisait de l'eau. Mais quand on creusait, finalement, on découvrait beaucoup de choses. Parfois, vous creusiez, vous tombez sur un crâne. Vous dites, oh, c'est un cimetière, vous laissez tomber, vous passez à côté, vous creusez, vous retombez sur un meuble qui a été enseveli, etc. Nous sommes tous comme des archéologues. Un écrivain, c'est un archéologue qui creuse dans l'espoir de trouver la trace de la vie. Donc moi, je creuse dans l'espoir qu'un jour, je trouverai de l'eau potable qui permettrait, qui ferait la joie de ceux qui sont mes lecteurs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je continuerai à creuser, et comme on ne découvre pas toujours la même chose, eh bien c'est cette variété qui va distinguer mes livres. Et donc là, on est très contents, nous, lecteurs, de retrouver Maman Pauline et Papa Roger. Hein. Alors vraiment, ce sont... et bien sûr, le petit Michel, qui est le narrateur de cette histoire, qui a à peu près votre âge, et ce n'est pas un hasard, je pense, au moment où se passe l'action. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez eu envie de revenir à un moment très précis de l'histoire du Congo-Brazzaville, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire en mars 77. Pourquoi est-ce que vous avez envie... Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman précisément à ce moment-là? Parce que l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite par les Africains. Nous avons étudié une histoire d'Afrique écrite plutôt par l'Occident. Donc, évidemment, quand l'Occident écrit son histoire d'Afrique, il ne va pas se faire harakiri en se disant « je suis ceci, j'ai fait cela, je les ai écrasés, j'ai fait... » Donc il y a toujours une lecture qui dépend. Vous ne pouvez pas, comme on dit chez moi, le cafard ne peut pas aller se plaindre au tribunal des coqs. Les coqs vont les manger, hein, donc le cafard va arriver, oui, il y a une poule qui voulait, mais le coq va dire « ça tombe bien, j'avais faim, je te mange ». Donc il y a une certaine dimension où c'est d'un intérêt public qu'il y ait, à côté d'un discours des vainqueurs ou des colonisateurs, qu'il y ait un discours des colonisés, pour que le lecteur qui se met à lire les deux discours puisse se faire lui-même son idée. C'est même important pour le lectorat étranger de pouvoir entendre ces peuples dont on disait autrefois qu'ils n'ont pas les cultures, qu'ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, qu'ils n'ont pas inventé du shampoing pour les chauves, qu'ils n'ont pas fait ceci ou qu'ils n'ont pas fait cela. Et on se rend compte que l'écriture n'est pas l'apanage d'un peuple. Que étudier la langue française n'est pas réservé à une petite population perdue dans la Gaule, et que le français peut voyager, peut aller quelque part. Ça, c'est ce que vous dites souvent. Hein. Vous dites que la littérature francophone, celle que vous enseignez à UCLA, vous dites souvent que c'est une littérature plus riche que la littérature franco-française, puisqu'elle embrasse 5 continents. Voilà. Oui, elle embrasse 5 continents, et ce que ça apporte à l'espace franco-français, c'est que ça rapporte un autre imaginaire. Quand les gens ouvrent un livre, c'est aussi pour avoir le sentiment qu'ils ont ouvert une fenêtre et qu'ils regardent de loin, qu'ils voyagent, qu'ils voient d'autres réalités, qu'ils comprennent d'autres situations. Ça sert à quoi du matin jusqu'au soir de lire seulement une histoire qui se passe sur les bords de la Seine, hein, à côté des 2 magots, du café des Flores, et ça tourne en rond entre vous, on est content. Non. Mais quand on apporte un univers, quand on apporte d'autres soleils, quand on apporte d'autres mers, d'autres histoires, d'autres dépaysements, là, la littérature peut voyager. Ça devient une littérature monde. Ça devient une littérature monde, ça devient une littérature qui a des ailes.
Le propre d'une littérature, c'est qu'elle doit voyager. Nous, on a lu les Marcel Proust, on était en Afrique. On pensait même que Marcel Proust habitait dans le village d'à côté, puisque le livre, il est là à la maison, et qu'il est écrit en français, une langue qui est au Congo. Donc on dit, bon, il habite peut-être au village d'à côté, c'est pas de sa faute s'il est blanc, il aurait pu être noir s'il avait plus de chance. Donc c'est ce qu'on se disait. Donc, mais on se rend compte que, non, mais Marcel Proust, on voit la photo dans la gare des Michards, on dit, oh là là, il est habillé de façon bizarre, il est... Voilà, donc on se posait ces questions. Et quand on lisait les livres de ces auteurs français, on devait imaginer la société occidentale. Parce que 90% des personnes qui lisaient n'avaient jamais pris l'avion, n'avaient jamais été à Paris. Et vous êtes en train de lire des livres de littérature qui vous décrivent les rues de Paris, qui vous décrivent la place de l'Odéon. Et il fallait se faire une idée. Et de notre manière, on essayait de comprendre, on essayait d'embrasser cette littérature. Et là, la littérature française voyageait. Le génie français voyageait. Et puis nous, on s'est emparé de ces canons de littérature en se disant, on ne va pas seulement être des spécialistes de la photocopie. Il faut tropicaliser un peu cette langue. Il faut lui donner d'autres teintures. Il faut la faire bronzer. Donc on laissait un peu étaler la langue française sur les rives du fleuve Congo, parfois du côté de l'océan Atlantique. On mettait un peu de sel. On dit le sel, ça ne va pas, on mettait du piment. On dit, bon, le piment, ça ne va pas, on ajoutait un peu le poisson salé. On mettait un peu tout et ça donnait une autre nourriture. Ça donnait du Kamaralai, ça donnait du Mongo Beti, ça donnait du Tikaya Utamsi, ça donnait du Soni Labutansi, du Amadou Kourouma, qui prenait la langue malinké pour insuffler dans la langue française. Et quand la sauce tomate arrivait en plein cœur de Paris, quand on ouvrait les pages de Kourouma, on dit « c'est pas possible ». Et en plus, c'est en français. Et c'est beau. C'est ça, le génie de la langue française. Et la langue française, comme la langue anglaise aussi, c'est des langues ouvertes. C'est des langues qui ne sont pas égoïstes. La première richesse de la France, ce n'est pas, je ne sais pas, les migues qu'on vend ou bien une politique. Non, c'est la langue. Parce que pensez à ces autres pays qui ne peuvent plus répandre leur langue à l'étranger. Qui étudient encore les Russes en dehors là-bas? Ben, ce sont ceux qui restent en Europe. L'italien ne voyage plus, il ne reste plus que la langue anglaise, la langue espagnole, la langue portugaise. Mais pourquoi ces langues restent? Le Portugal reste parce qu'il y a encore des pays africains qui parlent le portugais. Si vous allez du côté de l'Angola, si vous allez du côté du Cap-Vert, la langue portugaise est parlée. Si vous descendez du côté du Brésil, la langue portugaise survit à cause de ces territoires. Mais comme les Russes, ils n'ont pas eu ces colonies puisqu'ils sont venus après. Quand la France est partie, la décolonisation, on a embrassé le communisme. Bon, ils voulaient nous apprendre un peu, bon, apprenez quand même les Russes, vous voyez, on a Pouchkine, oui, mais on peut lire Pouchkine en français. Non, 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 lisez-le en russe. On a essayé de lire, c'était pas le même alphabet, on a appris parce que le gouvernement nous forçait d'apprendre la langue russe. Le pays dans lequel vous avez grandi, en tout cas jusqu'en 77, c'était un pays, c'était une dictature, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas c'était un pays marxiste-léniniste, clairement. Oui, oui. Et le petit Michel, donc, qui est le narrateur de cette histoire, qui se déroule sur 3 jours, parce que certains d'entre vous n'ont pas lu le livre, alors on va quand même dire ce qui s'est passé en mars 77. Ce serait bien que vous le disiez, parce que certaines personnes du public ne l'ont pas lu et ne savent pas qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Non, en mars, le 18 mars 1977, c'est l'assassinat d'un président de la République. Moi, j'avais 11 ans, donc l'âge du narrateur. C'était un assassinat qui a laissé un choc dans tout le peuple congolais. Et du coup, la vie quotidienne a changé. Et moi, j'ai essayé de voir quel est l'impact d'un coup d'État dans une petite famille. Voilà. Donc la famille de Michel. La famille de Michel, avec le père, la mère et un oncle qui était militaire et qui, au fur et à mesure du roman, on va se rendre compte qu'on se demande si lui, il a été impliqué dans le coup d'État, puisque lui aussi, il est montré du doigt dans ce sens. Et la mère
Et c'est là la force de la femme. Je pense que c'est un roman plutôt axé aussi sur le pouvoir de la femme. C'est la mère, maman Pauline, qui va être le socle, puisque ce capitaine était son frère, et qu'il ne va pas accepter cette sorte de mesquinerie qui fait qu'il faut se taire devant les absurdités du pouvoir. Donc cet assassinat de 1977 a signé presque l'acte des décès des rêves des Congolais, puisque une junte militaire s'est installée au pouvoir, qu'on appelle le comité militaire du parti, dont un président, un vice-président est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est le président Sassou Nguesso. Donc vous voyez, j'avais 11 ans qu'il était déjà là, et j'ai 52 ans, il est toujours président. Donc imaginez comme si on vous avait... Et d'ailleurs, Si on vous disait que Emmanuel Macron va rester pendant 40 ans, ah ben voilà. Et d'ailleurs... Mais il est jeune, il peut rester, non? Vous voyez, même en Europe, on n'est pas d'accord. Alors, le petit Michel, il est d'ailleurs très surpris parce qu'il est dans une école où justement on lui apprend les chants soviétiques et tout ça. Et il est très surpris quand il y a des visites des chefs d'État parce qu'il dit qu'est-ce que c'est que ces présidents qu'est-ce que c'est que ces pays qui ne sont pas capables d'avoir des présidents à vie? Oui, parce que nous, on pensait qu'un président, il ne faut pas le bousculer. On vit dans une Afrique dans laquelle l'idée de la chefferie est ancrée. C'est-à-dire un chef, c'est quelqu'un qui a été appelé par les ancêtres pour gouverner. Et donc, le communisme, quand c'est arrivé au Congo-Brazzaville, ça arrangeait ces Congolais de se dire le communisme c'est bien. On donne l'impression au peuple que les biens appartiennent à tout le monde. Puis à la fin, en fait, c'est le président et sa famille qui s'enrichissent. Et puis, il reste dans l'idée que je suis un chef traditionnel, donc ça sert à quoi de perdre du temps à faire des élections? C'est pour ça que l'enfant dit on a beaucoup de choses à faire que de s'occuper des élections, il faut développer le pays, pourquoi changer chaque fois? Les Blancs, ils sont inconscients de changer chaque fois des présidents de la République, alors que le nôtre, il est bien, on ne veut pas le changer. C'est ironiquement que je traite de ces questions, mais peut-être que la question de la durée du pouvoir est une des blessures les plus profondes de l'Afrique parce qu'on n'apprend jamais aux nouvelles générations l'idée que le pouvoir est démocratique et transitoire. Eh bien, ça veut dire que même quand un Africain quitte l'Afrique, vient faire des études en France, s'il devient président, il n'a pour modèle pour son pays que la durée éternelle du gouvernement. Alors que si on sait que ça va passer, on dit, bon, c'est pas grave, il est là, il fait le beau, il nous a roulé dans la farine de manioc, comme on dit, pour être président de la République, mais de toute façon, il ne fera que 5 ans. On l'attend dans 5 ans, s'il est fort, il passera. Mais chez nous, quand un président arrive, il reste. Regardez, du côté de nos amis les Camerounais, le président est là depuis 34 ou 36 ans. Il vient de s'arranger à se faire réélire encore pour 7 ans. Donc, il fera 40 ans au pouvoir. Mais 40 ans, c'est un temps suffisant pour développer les infrastructures d'une nation. Les routes au Cameroun ne sont pas au point. Le développement social n'est pas au point. La fragilité de la société est patente. Les membres du gouvernement sont riches et le peuple est pauvre. En général, moi, je n'ai jamais compris en France, au Congo-Brazzaville, par exemple, un ministre qui était pauvre, il traînait dans les rues de Paris ici, on l'appelait pour être ministre. 3 mois plus tard, il construit une villa en marbre avec un parc automobile incompréhensible. On ne peut pas être riche comme ça. Ici, quand vous êtes ministre, vous faites une déclaration de votre fortune. Au moment où vous partez, on dit, bon, il y avait ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans ce pays, il y a des gens qui se sont donné la mort tout simplement parce qu'ils gardaient leur dignité. Et pourtant, ils avaient même emprunté de l'argent. L'affaire Bérégovoy. Un homme digne. Le gars, il a dit, mais j'ai emprunté, mais qu'est-ce que vous allez me fatiguer, même si c'était sans intérêt ou quoi, mais j'ai emprunté, c'est clair, je n'ai pas volé. Il a préféré se donner la mort. Mais chez nous, non. C'est-à-dire qu'ils ont tout, ils préfèrent même tuer toute la population pour être président seul, sans peuple. Alors c'est vrai qu'au lendemain de ce coup d'État, donc le petit Michel, donc
La narration, elle est à hauteur d'enfant. Donc j'imagine que c'est un choix délibéré, parce que de fait, c'est un enfant très naïf, rêveur, très observateur aussi, et le fait de raconter l'impact, les répercussions énormes qu'il y a dans sa petite famille, dans la maison en attendant, où ils vivent avec papa Roger. J'adore, vous dites toujours papa Roger, petit de taille. Ça me fait rire, parce que c'est vrai que quand vous parlez de lui, vous dites c'est mon papa Roger, petit de taille. C'est vrai que je crois qu'il était plus petit que... Il était plus petit que ma mère. Voilà. Mais moi, comme j'étais encore gamin, je pensais qu'il était très grand. C'est par la suite, en voyant les photos, je me suis dit, oh là là, le pauvre, quand il marchait avec ma mère. C'est pour ça que ma mère était toujours derrière, pour ne pas l'humilier. Donc voilà. Parce que si papa est devant, tout de suite le quartier va voir, ah, papa Roger est petit. Mais cette générosité faisait que pour nous, c'était une grande personne. Vous savez, quand vous êtes généreux, vous êtes ouvert et vous êtes humaniste, on pense immédiatement que votre grandeur d'âme compense votre petitesse de taille. Je m'en souviendrai. Ça, c'était pour consoler si des fois qu'il y aurait dans la salle des gens qui devaient se dire comment je vais faire aujourd'hui avec ma femme ce soir. Voilà. Alors c'est vrai que ce petit Michel, il est très rêveur. Alors je lui ai demandé avant qu'il vienne s'asseoir ici, s'il voulait bien lire la page 12. Voilà. La page 12, je ne sais pas ce qu'il y a, mais bon. Mais... Voilà. D'accord. Ok. Vous aurez une idée pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous aurez une idée du style si particulier d'Alain Mabankou. Mon père s'inquiète également pour sa monnaie, du fait que j'ai un problème depuis l'école primaire. Les poches de mes shorts sont quelquefois percées. J'y cache des bouts de fil de fer qui me servent à réparer mes savates en plastique au cas où elles tomberaient en panne en pleine rue. Donc, au lieu de mettre la monnaie dans ses poches, je la serre fort dans la main droite. Malheureusement, au moment où je salue les papas et les mamans du quartier que je croise sur ma route, c'était obligatoire de le faire pour qu'ils n'aillent pas rapporter n'importe quoi chez mes parents, eh bien la monnaie tombe par terre. Je dois la ramasser sans tarder, sinon les gaillards qui fument le chanvre dans les coins des rues vont s'en emparer pour acheter des cadeaux à ces filles très maigres, les évadées, qui vadrouillent avec eux. Si nous les appelons les évadées, c'est de leur propre faute. Elles ont fui le domicile de leurs parents, elles sont habillées comme si elles n'étaient pas habillées, on voit tout gratuitement, elles n'ont pas honte de ça, et en plus, elles acceptent de faire avec n'importe quel garçon des choses que je ne veux pas étaler ici. Autrement, on va encore dire que moi, Michel, j'exagère toujours et que parfois je suis impoli sans le savoir. Merci. Voilà. Alors je tenais à cette lecture-là parce que là on entend vraiment le ton de Mabankou et on entend aussi cette petite phrase parce que moi, Michel, je suis parfois impoli sans le savoir. Et ça revient comme un leitmotiv dès qu'il est question de sexe, de scatologie, parce que c'est quand même assez souvent, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont, et ça rythme le livre. Vous avez... C'est la manière congolaise de dire les choses sans les dire. C'est-à-dire, en général, les Congolais vont toujours dire là, moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu quand même quelqu'un qui est passé, je ne dirai rien, mais quand même, j'aimerais ajouter que... Et là, il dévoile tout. Et donc, Michel, son leitmotiv, c'était toujours ça. Après, on va dire que moi, Michel, j'exagère et que parfois, je suis impoli sans le savoir. Il ne veut rien dire, mais après, il va développer puisqu'il commence à dire les femmes qu'on appelait les évadées. C'est des femmes, elles étaient dans la rue, attendaient les hommes, tout. Et Michel dit, elles montent tout gratuitement. Parce qu'on habitait à côté quand même d'un quartier des prostituées où c'était payant. Mais là, les évadées, ce n'étaient pas des prostituées, mais c'était des jeunes filles un peu à la mode qui attendaient les beaux gosses de la rue. Donc, il fallait qu'elles attirent les gens. Et donc, lui, il a sa manière d'évoquer cette peinture sociale. Alors c'est vrai qu'on rentre là vraiment dans le quotidien de la famille, avec le chien qui a vraiment beaucoup d'importance, hein, puisque ce chien va partir au moment de l'assassinat, il va s'enfuir. Le chien. Le chien, c'est bien de souligner parce qu'on a toujours tendance à penser que nous avons des rapports un peu
conflictuel avec les animaux. Non, parce que nous avons toujours respecté les animaux parce que on a une croyance selon laquelle que les animaux peuvent être nos ancêtres. C'est-à-dire que quelqu'un de la famille qui était mort, mais en ressuscitant, il est passé par une autre forme de vie, qui peut être végétale, qui peut être animale, qui peut être aquatique. Donc tout ce qui est chien, tout ce qui est chat, etc., parfois inspire un certain respect. On était déjà un peu plus végétarien que les autres à cette époque-là, et la présence de ce chien n'est pas anodine, puisque dans mon enfance, on avait un chien qui s'appelait Miguel, qu'on retrouve dans un de mes livres aussi, Demain j'aurai 20 ans. Et j'ai toujours été obnubilé à l'idée que ce chien était mort à cause de la bêtise du petit frère de ma mère, de l'oncle Montperrault qui se trouve là, parce que quand ma mère était partie faire son commerce du côté de Brazzaville pour vendre en gros ses régimes de bananes, puisque c'est ce qu'elle faisait, et nous étions restés là. Moi, j'étais allé habiter chez mon oncle, tonton René, et ce tonton Montperrault, un autre oncle, était chargé de s'occuper de Miguel. Et il a attaché Miguel au pied du manguier, qui est le manguier sous lequel on écoutait les informations dans Les Cigognes sont immortelles. Et il était censé le nourrir. Et puis il a oublié, il est parti vivre, il est parti pendant, je ne sais pas, pratiquement 3 semaines du côté dans un autre village. Et le chien est resté attaché là, il est mort de cette manière. Et ça, c'est resté dans ma tête pendant longtemps. Et ce chien qui est là, pratiquement, c'est Miguel, puisque je retrace sa généalogie, comment nous l'avions acheté, comment j'avais eu pitié de ces chiots. Parce qu'il était trop maigre. Hein. Il était trop maigre et il me regardait presque pour me dire si tu ne m'achètes pas aujourd'hui, je suis foutu. Et j'ai convaincu papa Roger qui a dit mais non, tout. Et puis on a pris le chien, c'est moi qui ai trouvé le nom, j'ai donné le nom Mbwa Mabé, ça veut dire en lingala chien méchant. Mon père s'est moqué en disant comment un chien peut, pour appeler un chien, on dit méchant. S'il n'est pas méchant, donc ce n'est pas un chien. On a tout fait pour qu'il soit méchant. Il n'a jamais été méchant. On lui a fait boire du whisky, de l'alcool de maïs, du piment. Parce que tous, j'ai demandé aux gens qui avaient des chiens, comment on fait pour que le chien soit méchant, qu'il la boive dès qu'il y a une voiture qui passe devant la maison. On dit, il faut qu'il boive du Johnny Walker. Ça rend méchant. Ah oui. Parce que le chien des capitalistes à côté, même quand vous passez, vous touchez le mur, le chien aboie. Mais chez nous, on passe comme ça, il n'y a pas de mur, le chien, il voit passer les gens, il ne dit rien. Et un jour, j'étais inquiet, j'ai dit non, et je suis allé prendre, il y avait des petites bouteilles de whisky chez mon oncle, là, je suis allé chez tonton René, il avait le dos tourné, j'ai mis la bouteille dans la poche, je suis arrivé, j'ai attrapé la gueule de Miguel, j'ai mis tout le whisky. Le chien, il a bu, il a fait le tour autour de lui, il cherchait sa queue, il tournait, pouf, il s'est affalé, il a dormi pendant au moins 3 heures. Quand il s'est réveillé, il est devenu encore plus tranquille que jamais. Voilà, donc ça n'a jamais marché, voilà. Et donc ce chien, il a toujours hanté, et là, on le voit, quand on annonce la mort du président à la radio, le chien, il était là, il dresse les oreilles et il disparaît. Alors moi, tout petit, je me suis dit, lui, il sait qui a tué le président de la République. Et les gens, ils cherchent, parce que si un chien fuit, c'est qu'il sait quelle est la vérité. Donc tout le long du roman, bon, les adultes, vous cherchez sur le plan du droit qui a tué, mais moi, je sais que le chien là, s'il a fui, il y a quelque chose, il faut qu'il me le dise. Voilà, il y a donc ce chien. Alors il y a aussi, dans la façon dont Mabankou raconte les choses, il y a le fameux magasin au cas par cas de Modoubi, c'est ça son nom ? Moboubi. C'est-à-dire Madame moins chère. Madame moins chère. Ouais. Et alors, j'adore cette expression. Elle m'a fait rire. Je vous assure, on rit beaucoup, sans doute plus que dans le livre précédent, parce que c'est Michel qui parle, parce qu'il a une espèce d'humour décalé qui fait que vraiment on rit. Quand il parle de la bouche de Ma Moboubi, il dit c'est une bouche sans frein. Parce qu'elle ne sait pas s'arrêter de parler. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça. Et sa boutique, c'est au cas par cas, parce que le cas par cas, c'est selon les cas, on paye plus ou moins selon les cas. Ça dépend si vous avez été
gentille avec Maman Bobby parce qu'elle a un fils. Si vous critiquez trop son fils, elle augmente le prix de la marchandise. Si vous avez été gentil, elle baisse. Voilà. C'est vraiment la femme forte du quartier qui possédait l'épicerie où on disait toujours que ses produits sont meilleurs que ceux qui sont vendus dans le marché. Donc vous êtes obligé, s'il augmente le prix, et elle va dire si vous n'êtes pas d'accord, allez acheter au marché. Donc il fallait être gentil avec cette commerçante. C'est pour ça que sa boutique s'appelait au cas par cas. Donc voilà, dès que vous arrivez, on dit bon 25 francs. Voilà, quelqu'un d'autre arrive 10 francs. Donc il baissait parce qu'il connaissait un tel. Voilà. Alors ça, c'est la vie que Michel raconte. Il y a aussi l'école, bien sûr, l'école socialiste dans laquelle on lui fait chanter la chanson qui a donné Quand passent les cigognes, qui a donné on l'a fait chanter. Vous la chantiez en français ou en russe? On avait chanté en russe, puis on nous l'avait traduit en français. C'est pour ça que le petit disait que quand il comparait le français et le russe, il disait que le russe n'arrivait même pas au talon de la langue française. Souvent on dit à la cheville, mais le talon il est plus bas que la cheville. Donc souvent la langue française, il faut la corriger. Vous ne m'arrivez pas à la cheville, mais donc je suis arrivé quand même au talon, c'est déjà ça. Donc il disait que la langue russe n'arrive même pas au talon de la langue française. On nous avait traduit parce que le russe on avait appris au lycée. Oui. Et cette chanson était fondamentale puisque ça nous donnait l'esprit de patriotisme, l'esprit d'héroïsme. Dans cette chanson soviétique, Quand passent les cigognes, où on dit que les soldats russes qui sont morts sur le champ de bataille ne sont pas réellement morts, ils se sont transformés en cigognes qui volent au-dessus de la tête des gens. Et c'est pour ça que dès qu'ils passent, les gens sont un peu là en train de les regarder comme pour avoir une bénédiction. Et cette chanson était tellement Quand passent les cigognes, eh bien ça m'a donné les cigognes sont immortelles parce que le petit enfant pense que même si on a assassiné le président, il est devenu lui aussi une cigogne, comme les cigognes soviétiques, et qu'un jour il va voler au-dessus de nos têtes pour nous protéger. Alors ce petit Michel, il va à l'école, mais il y a une autre école. Une autre école, c'est sous un arbre, sous le manguier. Et en fait, celui qui lui raconte l'Afrique, qui lui raconte le Congo, qui lui raconte tout ça, c'est son père. Et tout ça se passe sous l'arbre, comme un espèce d'arbre à palabre, en fait. Et là, ça vous donne la possibilité à vous, Alain Mabanckou, de nous apprendre. Le père, Papa Roger, apprend à Michel, mais nous, lecteurs, de la part d'Alain Mabanckou, on apprend beaucoup de choses sur ce pays dont on ne sait pas grand-chose. Je dois reconnaître, et je ne dois pas être la seule dans la salle, mon ignorance crasse de l'histoire de tous ces pays, de toutes ces cigognes immortelles voilà. Et ça, c'est une partie importante du livre, ça, je trouve. Je pense que c'est une partie importante aussi parce que c'est quand même dommage parce que le Congo-Brazzaville a été un territoire français. Brazzaville a été la capitale de la France libre. Si on avait une exigence historique, ça devait être obligatoire à l'école française. Ça aurait permis à une grande génération de Françaises et de Français de comprendre, parce que quand on rentre dans l'histoire que raconte l'enfant du pays, des coups d'État et autres, on voit la présence de la France, on voit la présence de l'Europe, on voit le président, par exemple, Pompidou arriver. Racontez, parce que c'est très drôle, ça. On nous demande de chanter, on avait toujours des chansons, des groupes vocaux, parce qu'on était les pionniers de la Révolution, donc les cigognes blanches de la Révolution congolaise. Et quand les présidents étrangers arrivaient, on nous habillait bien en tenue kaki avec les foulards rouges, marteaux, tout à la communiste. Et quand on allait à l'aéroport de Pointe-Noire, on devait voir les présidents descendre et on formait une sorte de haie et les présidents passaient. C'est ainsi que j'ai vu passer des présidents comme les Ceausescu, parce qu'on était devant, ils passaient devant nous comme ça, les Pompidou, ils passaient, on applaudissait, et il y avait, je n'ai pas tout même raconté, il y avait des gens qui faisaient des répétitions pour pleurer,
parce qu'il fallait pleurer quand un président arrive, on voit qu'on est content, donc il y en a qui roulaient par terre, voilà. Et on met du piment dans les yeux, comme pour les veuves. On mettait du piment pour pleurer. Et on avait fait des noms comme ça, où il y avait Ceausescu, par exemple. On avait fait un poème pour Ceausescu, voilà, qui disait... C'était bien parce qu'il est gratiné. Parce qu'il disait « Papa Nicolas Ceausescu est venu, nous n'aurons plus faim. Papa Nicolas Ceausescu est notre lumière qui éclaire sans fin. Maman Elena Ceausescu est la femme la plus belle du monde. Maman Elena Ceausescu a les yeux plus clairs que l'onde. Papa Nicolas Ceausescu, oyez. Maman Nicolas Ceausescu, oyez. » Donc on avait cette formule, et quand un président arrivait, il suffisait de changer le nom du président. Donc ça, voilà, ça pouvait être Papa Giscard d'Estaing est venu, Maman Nicolas, voilà. Mais le problème, c'est qu'il fallait faire attention parce que parfois, si le président arrivait, il n'avait pas sa femme et nous continuons à réciter « Maman est telle, mais elle n'est pas là ». Donc, ça pouvait arriver. Donc, on essayait de changer. Et parfois, il fallait bien changer parce que pour Pompidou, c'était autre chose. Parce que Pompidou, il ne fallait pas l'appeler papa et on l'appelait tonton. Hein, parce qu'il est trop proche, c'est notre oncle. On nous a dit, surtout lui, quand il va arriver, il est gentil, il est tout rond, c'est quelqu'un qui est tranquille. Et puis, il y avait des noms plus compliqués. Hein, quand vous avez le président Mao Zedong, qui aussi s'appelait Mao Tse-tung, ou alors Mao Tse-tung, ou alors Mao Tsong-tong, c'est le même. Donc, quel nom on devait répéter, c'était compliqué. Eh bien, on mettait ça maintenant en chanson pour qu'on se rappelait plus rapidement. Donc, on nous formatait dans cela. Et la grande tristesse pour nous, c'était quand on mettait toujours les belles filles devant pour montrer que le Congo est un territoire où il y a les belles filles. Hein. On mettait les belles filles là-bas et on disait que Papa Ceausescu va nous ramener des cadeaux. Donc, on croyait, c'est papa. Quand papa arrive, et puis on voyait le couple descendre avec des fleurs. Il donnait des fleurs aux enfants. Là, on était malheureux. On dit, mais on ne va pas manger les fleurs. Voilà. On était très déçus. Papa y est arrivé, il nous a donné des fleurs. C'est pour ça que beaucoup de Congolais détestent les fleurs quand ils draguent les femmes. Ouais, parce que ça leur rappelle le fait que la femme peut vous dire, est-ce que c'est les fleurs que je vais manger? Est-ce que c'est les fleurs qui vont payer ma maison? Voilà. Alors c'est vrai que ce quotidien vraiment qu'on vient de décrire là, il est complètement fracassé par ce coup d'État qui est pourtant loin, hein, et qui met du temps à arriver, parce que la radio locale, celle qu'on écoute avec la Grundig, j'adore, hein, la Grundig, la radio qu'on écoute sous l'arbre à palabre, parce que dans la maison ça ne passe pas, que Papa Roger écoute avec le petit Michel, donc ça met du temps à arriver. Mais quand ça arrive, c'est une vraie catastrophe, parce que il y a deux oncles, non, deux frères de votre mère qui arrivent et qui annoncent la catastrophe, on peut le dire, parce que c'est au début du livre. Donc le lieutenant, donc, était un des membres du Parti congolais du travail. Le lieutenant est mort. Donc le frère de Pauline Kenge, donc la mère du petit Michel, est mort. C'est une victime collatérale, on suppose, de l'épuration qui a suivi cet assassinat. Et là, tout d'un coup, les choses changent complètement. Hein. Les choses changent parce que la vie de la famille, du fait de la proximité, même s'ils ne portent pas le même nom, la vie de la famille est mise en danger. C'est peut-être le danger permanent parce que, vous savez, quand vous avez une junte militaire qui a pris le pouvoir, en général, elle veut éliminer tous les témoins, en particulier les parents de la famille qui a été choisi comme bouc émissaire. Et le bouc émissaire étant ce frère, évidemment, on vit dans une anxiété que quelque chose va venir. Tout est suspect. Dans une république bananière, le voisin peut être celui qui dénonce. D'ailleurs, on avait créé un bureau de dénonciation, voilà, où on donnait de l'argent à tous ceux qui pouvaient dénoncer, ceux qui étaient proches d'un tel, etc., etc. Ça rappelle des choses. Hein. Je pense que nous étions dans une situation pratiquement désespéré. Et c'est pour cela que j'avais tenu à montrer plutôt le courage de la femme, voilà, à côté presque de la capitulation des hommes. Parce que les hommes avaient capitulé, mais une femme s'est dressée pour se dire « j'irai jusqu'au bout
et ma conviction est celle-là. Je ne laisserai pas aux autres le soin de dire qui je suis ou ce que je dois faire. Et donc, puisqu'elle ne porte pas le même nom, le père, Papa Roger, il aimerait bien que maman Pauline, elle se taise, mais elle dit, il n'en est pas question, je veux porter le deuil. Et porter le deuil, ça veut dire quelque chose de très précis. Au Congo Brazzaville, ça veut dire que les femmes se rasent la tête et elles s'habillent complètement en noir. Il faut pas qu'on les regarde. Et alors, il y a une scène très, très émouvante où elle demande à son petit Michel de lui raser la tête. Et là, on comprend que Pauline, c'est Antigone. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçue, que c'est la résistance de cette femme qui sait qu'en faisant ça, en ayant la tête rasée, en allant au marché où elle va essayer de récupérer l'argent qu'on lui doit, en plus par une partisane des putschistes, elle sait qu'elle court un risque. Elle sait qu'elle court un risque, elle et sa famille aussi. Hein. Je crois qu'elle en a. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage de femme que je trouve très emblématique de ce que je pense, mais peut-être que j'ai pas raison, être la femme africaine. C'est-à-dire, c'est un hommage à votre mère, et c'est un hommage aussi à la femme africaine. C'est comme ça que je l'ai lu. Oui, parce que à cette époque, les femmes étaient réunies au sein de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. C'était affilié, évidemment, aux partis politiques en place. Mais il y avait toujours des dissensions à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais qu'on voit cette atmosphère de ces femmes dans le marché, les réunions qu'elles ont, les petits secrets qu'elles se disent les unes les autres, cette solidarité qui se trouve là, qui va être fragilisée. Au fond, un coup d'État, ça fragilise la solidarité de toute une société. Et je pense que je suis plutôt du côté de ce pouvoir même des petites gens qui se lient. Et puis les deuils que vous rappelez, au Congo, ça a toujours été comme ça quand nous grandissions. Quand quelqu'un mourait dans votre famille, les gens s'est rasé la boule à zéro. C'est pour ça que quand la mode de la boule à zéro est arrivée ici, moi je me suis dit, mais tout le monde est en deuil. On croit toujours, voilà, parce qu'il faut enlever. Dans la rue, quand vous passez, boule à zéro, les gens se prosternent, vous donnent les condoléances. Donc imaginez si vous avez un parent qui est mort dans un coup d'État et que vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes impliqué, vous rasez quand même la tête, il faut expliquer aux autres qui est mort. Bien sûr. Et c'est peut-être là le cœur peut-être même du roman. Voilà. Et on ne dira pas comment Michel répond, mais c'est absolument... C'est Michel qui va tout sauver. C'est Michel qui sauve tout, heureusement. Voilà. Donc voilà, ça c'était... Voilà, on n'a pas fait le tour du livre, loin de là, il y aurait encore beaucoup à dire. Il y avait quelque chose sur lequel je voulais vous entendre un peu, puisque tout à l'heure on a parlé de la langue. Vous le savez sans doute peut-être, dans le public, vous avez refusé... poliment mais fermement au président Macron d'intervenir dans ce qu'on appelle la réorganisation de la francophonie. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, enfin, moi je pense qu'il n'y en a pas, mais peut-être qu'il faut l'expliquer, entre pourquoi ce refus, parce que vous avez un tel amour de la langue française, on l'a compris, hein, que vous avez refusé ce qui pouvait être un honneur aussi, ou peut-être une possibilité de le faire évoluer de l'intérieur. Vous avez refusé ça. Non, c'est pas. Moi, je ne confonds pas forcément la francophonie et directement la langue française. La langue française, vraiment, je n'ai pas de problème avec elle puisque j'enseigne en français aux États-Unis, j'écris en français, donc j'estime que j'apporte ma petite part de contribution. Personne n'a de leçon de langue française à vous donner, voilà, je pense. J'apporte ma petite part de contribution à l'ensemble du génie français à l'étranger et même à l'intérieur maintenant de la France, puisque de plus en plus nous avons la chance qu'on puisse découvrir désormais la littérature venue d'auteurs d'origine d'Afrique, sans pour autant qu'elle passe toujours par les petites maisons d'édition ou les maisons spécialisées. C'est-à-dire aujourd'hui, un texte se vaut à lui-même. On ne peut plus revendiquer des avantages parce qu'on est écrivain africain. Il ne faut jamais revendiquer quelque chose dans la marginalité. Il faut prendre la place que vous donne votre statut d'être humain et non votre particularité de couleur de peau ou d'origine. Parce que en réclamant la partie de l'humanisme, vous inscrivez votre combat dans un champ plus vaste.
Il ne s'agit pas de dire à la marginalité de devenir la norme et tout ce qui était dans la norme d'aller dans la marginalité. Donc je n'ai jamais vu le monde ainsi. Ce que me proposait le président Macron, c'était évidemment de contribuer à la rénovation de la francophonie, ce qui est une mission qui n'est pas facile parce que la francophonie, beaucoup ne le savent pas, est un instrument politique à 100%. C'est-à-dire que les décisions sont politiques. C'est une émanation un peu postcoloniale. C'est une émanation postcoloniale. La francophonie, c'est une réunion des présidents, beaucoup africains, plus la France, ils sont là. D'ailleurs, quand ils ont fait Erevan, tous les dictateurs s'étaient déplacés. Ils avaient eu peur parce que, entre-temps, le président Macron m'avait encore demandé si je ne voulais pas venir avec lui dans l'avion présidentiel pour aller à Erevan. Vous imaginez la tête du président congolais qui pouvait me croiser dans le couloir, hein, parce qu'il allait dire « il est où, dans quelle chambre ?» Donc, voilà. Donc, j'ai dit au président « merci, c'est pas ça ». Donc, moi, j'ai dit « la vraie francophonie commencera au moment où la francophonie deviendra populaire, qu'elle ne sera pas décidée par les présidents de la République et les dictateurs, qu'elle ne sera pas une sorte de continuation de la politique étrangère de la France. » Parce que actuellement, ils ont nommé la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Qui l'a choisi? C'est la France aussi qui a imposé, parce que la France veut régler son problème du génocide rwandais et revenir en bonne sainteté avec le président Kagame. Certes, ça, on peut accepter l'aspect politique. Mais moi, la francophonie, je la considère comme le lieu des cultures et le lieu aussi de l'expression de notre génie en langue française. Et ça, ce n'est pas la politique qui doit gérer ça. Ce sont les acteurs culturels qui peuvent gérer ça. Les chanteurs, les cuisiniers, les artistes, les peintres, les journalistes, etc. Les gens qui, ce ne sont pas ces dictateurs qui sont au pouvoir depuis 40 ans, qui brillent par le subjonctif imparfait. En général, ils n'ont même pas terminé leur baccalauréat, ils ont eu la chance de faire un coup d'État, ils sont devenus présidents de la République. Ce n'est pas eux qui vont aller quelque part là-bas. Ce qui compte pour eux, c'est combien d'argent qu'ils cachent dans les banques de France, dans les banques de Suisse, et combien de villas qu'ils ont achetées sur le rocher, là, à côté de mon ami le prince. Donc c'est ça qui est fondamental. Or, en posant cette question, en refusant de le faire, j'ai posé la vraie question de la francophonie. La preuve, on est bientôt en train de fêter l'armistice ou quoi. Le 6 novembre prochain, le président de la République doit aller poser une pierre ou je ne sais pas, un monument pour... Des fleurs. Voilà, non, on va ériger. Non, pas des fleurs, pas des fleurs. Les Congolais n'aiment pas les fleurs. Non, le président doit aller inaugurer ou poser un monument pour rendre hommage à l'armée dite noire qui a combattu pour la France dans la guerre de 14-18. Donc, à l'occasion, il y aura le président du Mali ou quoi. Et ça, il y a une dizaine de jours, il m'a fait appeler et puis il m'a dit, oui, ça serait bien que ce soit vous qui fassiez le discours à côté de moi ces jours-là, parce que si je le fais, le discours sera plus politique. Là, j'ai vu l'intérêt qu'en faisant ce discours, en rappelant la mémoire de ces soldats qui sont partis, en rappelant que ceux-là aussi ont fait de la France, en rappelant que la France est un pays attaché à la liberté et qu'elle n'est pas attachée forcément à ce que l'Afrique soit sous l'eau, ça c'est un moyen pour moi de contribuer à donner un message aussi bien aux Africains et aux Français. Ça, je l'ai accepté. Mais je ne suis pas allé me bomber les pectoraux, etc. Le 6, vous entendrez, je le dirai, mais toujours avec ma liberté. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans une chapelle. Si je dois taper du doigt sur le comportement de certains, il y aura le président malien. Mais le président malien, il n'est pas despote.
Il est passé par les élections, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des choses que je peux accepter, mais il y a d'autres qui peuvent hypothéquer mon intégrité intellectuelle et peut-être ma position, et je ne le fais pas. Je ne voulais pas être une sorte de vitrine, de caution d'une politique francophone au point de dire que même lui, il a accepté ceci ou cela. Là, je préfère laisser ça à ceux qui sont en quête de poste. Moi, je ne veux pas de poste. Je me sens bien là où je suis. Ça fait 16 ans que j'enseigne la littérature, grâce à la langue française, grâce aussi à l'enseignement que j'ai reçu en France. Mais j'estime aussi que je fais mon devoir de citoyen d'adoption français aux États-Unis. Quand il y a des élections au consulat de France à Los Angeles, je fais le dépouillement, je compte les voix, j'épaule le consul qui est là-bas. Et d'ailleurs, quand il y a des invitations, des grandes personnalités qui arrivent manger au consulat, ben, il faut bien trouver un écrivain français. C'est moi qui l'appelle. Ah oui! Et on est assis là, voilà, c'est l'écrivain français Alain Mabankou. C'est la première fois que je suis écrivain français à temps plein. Donc bonjour, voilà, c'est l'écrivain, tout. Il existe, eh bien, voilà, je suis l'écrivain français de service aux États-Unis. C'est ça, la France. Voilà. Merci à vous, merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le livre. Et j'insiste vraiment, on rit d'un bout à l'autre. Même s'il y a des moments tragiques, comme vous l'avez compris, il y a vraiment des moments tellement drôles. Et ça, c'est grâce aux situations décrites et grâce à la langue d'Alain Mabankou. Donc, on va maintenant donner la place aux questions que vous avez sur ce livre, peut-être sur d'autres. La rencontre, vous pourrez acheter le livre auprès de la librairie Sorams, qui est partenaire des rencontres de la médiathèque Émile Zola, et le faire dédicacer éventuellement. Voilà, c'est à vous maintenant. Merci. Non, la première question coûte, alors on passe direct à la seconde. Allez. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Attends, on va attendre un petit peu les gens. Ça va venir. Voilà. Voilà, René, voilà. Ah oui. Là, Bonsoir. Je ne sais pas comment ça marche. C'est bon. Bon, j'ai un plan de dire que je n'ai lu aucun livre, mais que ça m'a donné envie de les lire tous, là. c'est pas grave. Et je voulais savoir si c'était important de respecter un certain ordre. Non, il n'y a pas d'ordre à respecter, mais mes livres ne sont pas forcément des suites, mais à la fin, quand on a lu, on peut replacer les cases. Donc, je ne pense pas qu'il y a un ordre quelconque. Il y a une atmosphère que vous retrouverez en général dans l'ensemble de mes livres, que vous pouvez lire dans le désordre. C'est comme dans les tiercés, il y en a qui gagnent dans l'ordre, il y en a qui gagnent dans le désordre. Donc vous pouvez gagner dans les désordres puisque vous venez d'arriver dans le catéchisme. Merci. Merci. Bon, bonsoir Alain. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Depuis un certain moment, je le suis à Casablanca, à Paris, et ici encore, cette fois-ci à Montpellier. Je n'ai pas de questions. Je porte une question d'un ami qui est professeur de français au sud de la Mauritanie, Oui. qui m'a dit ce matin, rappelez à Alain Mabankou ceci, lorsqu'il quittait pour la première fois Pointe-Noire, sa mère, Maman Pauline, lui disait « L'eau chaude, n'oublie jamais qu'elle était froide ». Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alain a oublié que l'eau chaude, elle était froide? Non, je pense que je n'ai pas oublié que ces paroles de ma mère, c'est une parole sacramentelle. Elle m'a toujours gouverné. L'eau chaude, n'oublie jamais qu'elle a été froide. Donc, quelle que soit l'ébullition, ça va se recommencer, devenir... voilà, c'est toujours le fait que quelle que soit l'altitude que vous avez prise,
vous ne vaincrez jamais les lois de la pesanteur. Donc moi je pense que, après il y a des variations, hein, les séjours d'un tronc d'arbre dans l'eau ne les transformera jamais en caillement, etc. Donc je sais que je suis congolais, ça on ne peut pas l'effacer. Je respire, je ressens cette puissance congolaise en moi. C'est ça qui fait que je suis écrivain. Mais je ressens aussi le besoin de m'ouvrir à d'autres cultures, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient asiatiques. J'ai besoin de côtoyer beaucoup de gens pour aller voir ce que je peux picorer ou ce que je peux apporter pour créer quelque chose qui puisse effacer le fait que nous aimons toujours nous définir par un certain corporatisme, soit de la mélanine, soit de l'ethnie, soit du groupe. À un moment donné, je veux dire que je pars toujours du principe que j'ai le devoir d'aider qui que ce soit, ou l'autre aussi peut m'aider. Je veux dire que si je passe devant une piscine et que c'est un Asiatique qui est en train de se noyer, je dis ben, c'est un Asiatique et puis je lui lance un manuel de natation. Non, je rentre dedans pour essayer de faire quelque chose. Si on meurt tous les deux, ça serait glorieux. Je veux dire que le fameux Spider-Man qui a grimpé le mur pour aller, il n'a pas dit que c'est un enfant blanc qui est là où je ne sais pas quoi, je ne le fais pas. Je pense qu'il faut rester soi-même, mais il ne faut pas non plus s'enfermer totalement. Parce que quand vous vous enfermez, c'est ça qui crée les nationalismes que nous houspillons, même en Europe ici, beaucoup de sociétés qui commencent à s'enfermer. Une société qui s'enferme, eh bien, elle ne s'enrichit jamais. Donc je pense que je reste toujours ce même Congolais qui se souvient de sa ville de Pointe-Noire, qui se souvient de son peuple, mais qui aussi, au fur et à mesure des voyages, crée des familles à travers le monde qu'il faut reconnaître, parce que tout cela, ça fait ma richesse. Il y a des choses que j'ai apprises parce que j'ai voyagé et que je n'aurais jamais apprises si je n'avais pas voyagé. Bonjour, ça serait pour vous poser des questions en ce qui concerne la francophonie. Je vous ai vu. Déjà, merci pour votre intervention. J'aime autant vous lire que vous écouter. Ah, mais merci. Je suis doctorante à l'université Paul Valéry en sociolinguistique et je travaille sur... Je suis foutu, hein. Ben, j'en profite, là, vu que vous êtes là. Du coup, pour vous poser une question par rapport à la distinction, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs francophonies en Afrique? Parce qu'en fait, je travaille sur les rapports entre les populations d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, notamment sur les populations d'étudiants qui font leur parcours universitaire dans les pays du Maghreb. Donc, justement, là, quand vous avez cité l'exemple de la personne qui se noie, ça m'a rappelé ma mère. Je suis algérienne. En fait, en Algérie, on est censé, entre guillemets, être un pays francophone. Ma mère a failli se noyer une fois. Et comme on est très francophone en Algérie, au lieu de dire « sauvez-moi au secours » en arabe, elle l'a dit en français. Ah ouais. Et du coup, c'est à cause de ça qu'elle a vraiment failli se noyer pour de vrai, en fait. Et elle m'expliquait, en fait, après qu'on l'ait sauvée, qu'elle était en train de réfléchir, comment dire, sauvez-moi, mais en arabe, en fait. Enfin bref, ça c'est entre guillemets. Du coup, par rapport au travail que je fais, en fait, le rapport à la langue française, est-ce que vous distinguez une francophonie, plusieurs francophonies dans le continent africain? Merci. Est-ce que je distingue plusieurs francophonies dans le continent africain? Bon, comme je l'ai dit, la francophonie étant plutôt un instrument tel que défini aujourd'hui, un instrument politique, dans ce sens, je parlerai plutôt des langues françaises. Hein, une certaine variété des langues françaises, parce que ce qui sépare la langue française, qui se parle en Côte d'Ivoire, tient compte des réalités de la Côte d'Ivoire. La langue française qui se parle au Congo tient compte aussi des réalités du Congo, ou en Algérie, en l'occurrence, celle qui se parle là-bas, parce que cette langue française de chez vous va côtoyer les langues arabes, va côtoyer les cultures berbères, va côtoyer beaucoup d'autres choses. Chez nous aussi, c'est la même chose. Quand vous avez un Français
qui se parlent dans le sud du Congo, le nord du Congo, le centre du Congo, les variations selon les éléments vont donner une certaine richesse. On a la base de la langue française, mais à la fin, les variations vont peut-être apparaître. Mais est-ce qu'il y a des francophonies? Non, puisque la francophonie, si on la définit, c'est l'ensemble des pays qui ont en commun la langue française, donc qui ont en commun les langues françaises, si on peut le dire dans ce sens-là. Puisque si vous allez chez les Québécois, ça serait la même chose. Les variations se trouvent sur le plan linguistique. La francophonie, telle qu'elle est définie, elle est institutionnelle. Ça se décide à Paris et dans les capitales des pays francophones, des coups de fil, des rencontres à Erevan, quelque part, on décide qu'est-ce qu'on doit donner comme ligne, qui sera le secrétaire, où sera le bureau, comment on va faire ceci. D'ailleurs, quand une secrétaire est élue ou un secrétaire, il fait le tour des capitales pour aller remercier ceux qui ont voté pour. Donc, il faudra aller remercier tous les dictateurs. Bonjour, merci d'avoir... Voilà, c'est ça le problème. À l'époque, pourquoi je ne voulais pas discuter avec Michaël Jean? Parce que j'avais toutes les photos de Michaël Jean avec tous les dictateurs que je critique matin, midi et soir. Bon, passe encore que tu ailles dire bonjour au dictateur, merci d'avoir voté, mais que tu passes une bonne après-midi à danser avec la femme du dictateur, là, ça change. Oui, parce que qu'est-ce que vous faites avec la femme du dictateur? Il paraît que la francophonie doit demander la liberté d'expression. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire ça doit être une plateforme dans laquelle on dit aux États qu'il y a un certain nombre de points communs qui sont liés à la nature de la langue française. La langue française est une langue de liberté. Elle ne peut pas couver en son sein des tomates pourries qui viennent poser la dictature comme étant un élément de notre langue. C'est dans ce sens-là que j'avais dit que c'est dommage que ce soit les dictateurs qui se cachent derrière la langue française pour se prendre pour des démocrates. Parce que quand un dictateur a maîtrisé la langue française, il peut faire croire à une population qu'elle est libre, alors que non. Donc la variété des francophonies, non. Pour l'instant, on a une francophonie d'une seule couleur, elle est unilatérale et elle est politique. Et cette francophonie, multifrancophonie dont on parle, c'est celle que nous voulons, c'est-à-dire la francophonie des peuples. Quand elle sera la francophonie des peuples, alors tous ces langages des tours de Babel pourront se réunir pour peut-être faire le fameux dictionnaire de la francophonie. Et Alain Mabankou sera secrétaire. Oh non, non, non. C'est pas une campagne. Pour les autres questions, s'il vous plaît, merci d'attendre le micro, parce que comme la rencontre est enregistrée et qu'elle pourra être réécoutée sur le site des médiathèques, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis c'est plus facile quand les questions sont entendues par tout le monde. Voilà, merci d'attendre le micro. Oui, je pense que, mais de plus en plus, on a compris la place de la politique à l'intérieur de la francophonie, parce qu'il y a eu les débats, parce qu'il y a eu aussi des lettres qu'on a écrites, des lettres ouvertes. Les gens ont lu. Moi, je ne savais pas qu'une lettre ouverte pouvait soulever beaucoup de colère, au point que quand j'avais écrit cette lettre ouverte, on avait utilisé beaucoup d'autres de mes collègues écrivains pour pratiquement contredire ce que je disais. J'avais pitié des autres puisque je voyais que c'était des tigres en papier qu'on utilisait juste et qui étaient contents d'aller s'asseoir à l'Académie française à côté du président pour écouter, je ne sais pas, un congrès qui n'a accouché que d'une souris. Parce que la vérité, comme on dit chez moi, on ne peut pas cacher la lumière dans une poche. On la verrait toujours. Donc, ça reste toujours aujourd'hui une question épineuse. Il s'agit maintenant, et ça je le redirai au président, c'est vrai qu'il m'invite pour aller
faire la statuette pour la mémoire, mais je sais qu'on va beaucoup discuter de la francophonie dans un coin de table ou dans le train où on sera. Donc je lui dirais non, il faut simplement gommer cette histoire de la présence presque paternaliste de la France. Quand vous arrivez et que vous êtes en train de faire un discours dans une université africaine, on a l'impression que papa est arrivé, on n'aura plus faim. Ça n'a pas de différence avec le discours des chasseurs. Il suffit qu'on change, papa Macron est arrivé, on n'aura plus faim. Maman Brigitte Macron est arrivée, on n'aura plus faim. Ça arriverait. Donc il y a toujours dans la tête des Africains cet aspect impérialiste qui mine la francophonie, et c'est dû à la méthode des élections, aux accointances des dictateurs qui sont à l'intérieur et aux rendez-vous qu'ils se font tranquillement dans les villes francophones où tout le monde s'en va, où il n'y a pas les grandes figures de la francophonie. Je veux dire qu'ils invitent ceux qui mangent avec eux, hein, les musiciens connus ou quoi, qui ne vont pas peser. Donc ce n'est pas la faute au président Macron parce qu'il n'a pas inventé cette francophonie. Il l'a trouvée. Lui, il est de notre génération. Hein. Il est né après les indépendances. Donc quand il était en train de boire le biberon de sa maman, la francophonie, elle existait déjà depuis très longtemps. N'oublions pas qu'en 1882, quand Onésime Reclus, les géographes français, avaient parlé de la francophonie, c'était dans l'idée d'étendre, de continuer l'expansion de l'Empire français. Donc au départ, la francophonie a été créée dans le but d'étendre l'influence française dans le monde. Et jusqu'alors, on n'a jamais quitté cette définition, alors que les Senghor ont essayé d'humaniser la francophonie, ont appelé le dialogue de culture, c'était trop tard, les institutions s'étaient accaparées, cristallisées sur cette définition d'origine. Donc il faut petit à petit aller vers une définition pratiquement senghorienne, mais aussi ouverte aujourd'hui à la fusion des cultures. Mais pour ça, il ne s'agit pas de faire un petit décret ou de créer un comité et de dire qu'on a réglé le problème. Il faut un travail de fond avec des penseurs, avec ceux qui enseignent la langue française, avec ceux qui sont dans les départements d'études francophones. Ça va révolutionner tout, imposer un peu plus d'auteurs venus d'ailleurs écrivant en français dans les programmes français, faire des voyages, d'échanges universitaires entre les universités comme Cheikh Anta Diop du côté du Sénégal avec la Sorbonne, multiplier la présence de la génération française à l'intérieur de l'Afrique et des Africains ici aussi. Ça s'est jamais fait. Nous, aux États-Unis, on le fait puisque Los Angeles, on envoie nos étudiants à Aix-en-Provence. Excusez-moi, la prochaine fois, on en verra à Montpellier, hein, mais bon, on ne peut pas tout faire. J'avais dit à Georges Frêche, il n'avait pas voulu. Non, je rigole. Donc, on le fait. On envoie les étudiants américains, 80 ou 100, et puis on prend 100 Français qui viennent chez nous. Ils restent 6 mois. Ils apprennent l'anglais et les Américains, ils reviennent. Ils apprennent à Aix. Et quand ils arrivent chez nous, 6 mois après, je retrouve mes étudiants. Quand ils parlent, je dis, mais tu étais où? Mais j'étais à Aix-en-Provence. Donc, le français a pris même la couleur du Sud chez un Américain qui parle avec ça. Mais c'est extraordinaire. C'est des choses simples à faire. On a essayé avec les Achille Mbembe, les Souleymane Bachir Ndiaye, les Féline Sarr, de faire les ateliers de la pensée de Dakar. Mais les Africains ont soif de connaissances. C'était chaque fois 400, 600. Les gens étaient même dans les arbres pour venir nous écouter jusqu'à 4 heures du matin. Imaginez des échanges comme ça. Et l'université Cheikh Anta Diop, c'est une grande université. Donc ces échanges n'ont jamais eu lieu parce que même dans la tête des étudiants africains, leur rêve, c'est seulement de venir à la Sorbonne. Mais il faut que le rêve de l'étudiant de la Sorbonne soit aussi d'aller faire quelque chose à l'université Cheikh Anta Diop. Mais comment le petit Français va aller là-bas si on lui a appris que non, là-bas leur connaissance est basse, la nôtre est élevée? Voilà. Il va me dire non, là-bas c'est la 2e division, nous sommes en 1re division, parce que c'est ça la francophonie. 1re division, la France, et puis il y a les autres qui suivent. Mais on se rend compte que le monde
de demain, comme je l'ai dit toujours, sera défini par les marginalités. Ce n'est plus le centre qui définit le monde, c'est comment nous gérons les marginalités. Et ça, c'est important. Les études de demain, ce seraient les études des marginalités, des peuples qui sont dans le désespoir, les migrants, les expatriés, la douleur des Français qui sont à l'étranger, comment ils sont traités, comment la France voit ces gens. Ce n'est pas forcément traiter la question devant, je ne sais pas, comme j'ai dit, sur les rives de la Seine. Peut-être une dernière question avant de... Sinon, on est parti jusqu'à demain. Oui. Oui. Je voulais juste préciser que cette rencontre, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, si vous avez des amis, elle sera aussi retransmise donc, sur le site des médiathèques, comme je l'ai dit, mais aussi sur Radio Clapas, jeudi, alors que je ne dise pas d'ânerie, jeudi à 13h et vendredi à 18h. Voilà. Donc une dernière question peut-être ou alors on passe toute la nuit. Voilà. Pardon. Le micro. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Il y en a une? Je peux poser ma question? Oui, bonsoir, merci. Ouais. Je voulais vous poser une question, avoir votre regard, si vous en avez un, ou une clé de lecture peut-être, à propos des Outre-mer en France. À propos des Outre-mer, il s'agit bien de départements d'Outre-mer, c'est des départements, certains au même titre que la Corrèze, qui sont, on peut le dire, ignorés pratiquement, ou en tout cas très méconnus de la part de la métropole, et qui, eux, agissent par le particularisme ou par la marginalité dans leur intégration, en tout cas à la France. Et je voulais savoir si vous aviez une clé de lecture ou une approche d'une espèce de réconciliation qu'il pourrait y avoir entre des peuples qui sont quand même très français, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pour autant se sentent ignorés, et sans doute à juste titre. Qui sait ici, par exemple, qu'il y a actuellement un référendum à Nouméa sur le fait de l'appartenance encore à la Nouvelle-Calédonie, quand bien même ce n'est pas un département français, il est en train de s'en détacher progressivement. On a quand même des territoires qui sont gouvernés de manière nationale au même titre qu'en métropole, et qui pour autant ne sont pas traités, ils sont quand même vus très différemment, à la fois par la métropole, et sont vécus très différemment depuis l'extérieur. Oui, vous avez raison, mais nous sommes toujours dans la même situation où pourtant c'est des espaces français, c'est considéré comme des territoires français ou des départements, n'allons même pas loin, des départements français, Martinique, Guadeloupe, etc., etc. Mais en même temps, l'idée est toujours de l'ailleurs. Il y a toujours le côté c'est lointain, il y a toujours le côté vacances, il y a toujours le côté soleil, les bananes, je ne sais pas, tout ce qui passe, les zouks, ils sont sympas, on les visite que pendant l'élection, on se gargarise en disant que j'ai fait un bon score dans les Outre-mer. Et puis quand on voit le Front National monter là-bas, on se dit mais comment vous êtes Front National alors que vous avez le soleil et la mer? Donc il y a peut-être aussi une dimension de rattachement qui n'a jamais été claire et ressentie. Et c'est des territoires aujourd'hui, plus le temps va passer, malheureusement se posera la question un jour du détachement. Ça, c'est inéluctable parce qu'ils sentent de plus en plus qu'il y a forcément de la grande misère de l'autre côté. C'est des gens qui ont du mal à trouver du travail. Le taux de chômage est très élevé. La politique, on vient les visiter qu'au moment des élections. On a eu des exemples, j'ai oublié le nom de ce grand syndicaliste qui avait secoué pratiquement... comment ? Voilà, Desmota, qui avait secoué pratiquement toute l'île. Donc il y a un désespoir qui est là, qui n'est forcément pas pris en compte ici. Parfois on nomme un ministre des Outre-mer ou quoi là, mais nous tous nous savons que c'est un peu pour colmater les brèches. Mais il faut aller voir le désespoir qu'il y a là-bas. Moi je le sais, parce que mon fils aîné, il est guadeloupéen. Donc je connais bien les territoires. J'y suis allé plusieurs fois. Donc je vois leur état là-bas, et même quand certains sont ici, le traitement qu'on les réserve. Il y a toujours cette sorte de distinction où ils sont dans la nation. C'est des Français, mais ils souffrent parfois d'image. Oui, mais ils sont de là-bas. Il y a une certaine distance qui se fait là. Il y a une certaine distance et un débat qui n'a jamais lieu, malgré tout ce que nous avons hérité des grands penseurs de ces espaces.
Je ne parle pas de Frantz Fanon, je parle d'Aimé Césaire, mais Édouard Glissant, le théoricien de la poétique de la relation ou du tout-monde, qui a montré que c'est dans ces îles que provient peut-être la pensée qui peut nous sauver. C'est-à-dire que c'est un élément essentiel de la France, mais malheureusement, politiquement, ces espaces sont toujours utilisés politiquement, abandonnés socialement et pratiquement méprisés au moment des grandes décisions où la métropole est vue comme telle. Il faut déjà inculquer dans la tête des gens que ce n'est pas un territoire pour aller passer des vacances, ou bien ce ne sont pas nos dernières colonies qui nous sont restées après avoir perdu le Congo-Brazzaville et le Madagascar ou je ne sais pas quoi, mais que ce sont des territoires ou des départements français à part entière et non entièrement à part, parce que la situation qui est là, c'est celle-là. Oui, avec le micro, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a que vous qui vous entendez. On a raté ta question, vraiment. Ah ouais. À propos de la grille de lecture, est-ce que vous ne pensez pas que les études postcoloniales aujourd'hui offrent une grille de lecture qui permet de comprendre finalement la complexité du rapport entre centre et périphérie? Et par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pensez des concepts développés par vos amis Felwine Sarr, Achille Mbembe et Suleiman Bachirjan, la décolonialité du langage et comment cette décolonialité... Lui, là, il est en train de faire une thèse, lui. Hein? Et il fait une thèse, il dit, pendant que je tiens le professeur ici, qu'il m'aide un peu à déballer mon sujet. Ça, c'est une thèse, ça. Non, mais j'en parle parce que c'est vrai, je suis en thèse et je pense soutenir je bientôt. l'ai su, je suis quand même prof. Oui, je sais. Et on en parle très souvent lors de nos rencontres. Non, mais c'est pour dire tout simplement, et comment expliquer aujourd'hui en France que les études postcoloniales reçoivent, qu'il y ait une réception contrariée des études postcoloniales. Je pense que c'est des questions aujourd'hui qui se posent et qui expliquent le rapport du centre et de la périphérie, des outre-mer, des francophonies, de la périphérie finalement. Bon, je suis d'accord dans tout ça. Ça sera long à développer, mais de toute façon, on pourra continuer à en discuter. Ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même senti qu'il y a un frémissement, qu'il y a des avancées, il y a des livres qui s'écrivent, les Felwine Sarr ont écrit Afrotopia, Achille Mbembe, Politique de l'inimitié, etc. J'ai fait un cours au Collège de France sur l'introduction à ces littératures, il y a eu un colloque, même un livre qui est sorti aux éditions des Seuils, qui est pensé écrire l'Afrique aujourd'hui, il y a eu des expositions du côté de Musée Vuitton. La postcolonialité, c'est-à-dire tout ce qui vient après la postcolonie, devient de plus en plus une urgence dans les études en France. C'est ça qui permettra à beaucoup de se réunir, enfin, de comprendre que nous ne sommes pas des exotismes et que nous sommes peut-être une seule et même famille et qu'on devrait se comprendre. Mais pour le reste, si vous voulez, vous m'écrivez, on en discutera longuement. Je ne vais pas ennuyer une audience qui est venue pour respirer et lui faire un catéchisme à 1 heure aussi. Oh, ça va. Oh, ça va. On peut y aller, vous me donnez 40 minutes? Non. Donc, n'hésitez pas à me contacter, on en parlera, parce que ça, c'est un cours... Ça, c'est un cours que je fais en 3 heures à mes étudiants à Los Angeles. Donc, je ne peux pas le résumer, sinon ça va être caricaturé, surtout que ça passe à la radio. On va dire, le professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé du chacal ou quoi? Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon... Mais on n'a pas pris sa question. Bon, ça va. La dernière? Elle est gentille, elle a dit ça va. Alors, si vous le souhaitez, maintenant, vous pouvez acheter le livre et le faire dédicacer, parce que maintenant, il a parlé beaucoup et maintenant, il va écrire. Ah ben voilà. Merci.